Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV, la chaîne de la diversité pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite les principaux titres. Juan Mendez en Mauritanie pour discuter de la lutte contre la torture. Dans les prisons, justement, la situation reste précaire. Entre les riches et les pauvres, les disparités accroissent. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Je vous le disais dans les titres, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants actuellement en visite de travail en Mauritanie a entamé ce matin ses rencontres avec les autorités du pays. Monsieur Juan Ernesto Mendez a commencé sa journée par une séance de travail avec le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire avant de rencontrer les ministres de la Justice, le procureur général auprès de la Cour suprême et le procureur de la République auprès de la Cour d'appel de Nouakchott. Cette première journée d'une mission de 10 jours de l'envoyé spécial s'est achevée par une rencontre avec le directeur de l'administration pénitentiaire et des affaires pénales, de l'inspecteur général des affaires judiciaires et pénitentiaires et du médecin légiste. Les conditions dont les prisons sont dures et les capacités des pouvoirs publics à administrer les centres de détention restent limitées. Les fonds permettant d'améliorer les conditions dont les prisons sont insuffisants. De façon générale, plusieurs groupes mauritaniens et internationaux de défense des droits de l'homme ont œuvré avec le gouvernement pour mener des enquêtes et publiant leurs conclusions sur des affaires d'atteinte aux droits de l'homme. Le reportage est signé Fatima Tadé Haché. Une population de 1870 détenus peuple actuellement les 17 centres pénitentiaires de Mauritanie, dont 800 environ en attente d'être jugés. Au total, 35 femmes sont à dénombrer dans les prisons de Mauritanie. La situation des prisons du pays est plus que préoccupante. Les capacités d'accueil des structures pénitentiaires sont dépassées. L'état des lieux sur la situation pénitentiaire dans notre pays s'aggrave avec l'absence de mesures de libération conditionnelle et de liberté provisoire que doivent accorder les autorités judiciaires. Il subsiste dans les prisons des gens qui s'estiment concernés par ces mesures. En effet, selon maître El Hassan Bareksal, la liberté provisoire ne doit pas être une solution pour aérer les prisons. La liberté provisoire est donc une procédure prévue par les articles 143 et suivants du Code de procédure pénale mauritanien. C'est une procédure qui permet à toute personne accusée de pouvoir s'adresser au juge d'instruction pour demander sa mise en liberté provisoire. Donc elle peut être demandée à tous les niveaux donc, de la procédure. Elle a des conditions, bien sûr. Elle n'est pas automatiquement octroyée puisqu'elle dépend, comme je l'ai dit tantôt, du juge lui-même, qui est souverain pour apprécier si oui ou non cette personne mérite d'obtenir cette liberté. Naturellement, il y a des paramètres qui vont être objectifs et qu'il doit lui-même reconnaître, mais il y a d'autres qui vont dépendre donc du libre arbitre du juge, qui peut apprécier, oui ou non, est-ce que cette personne mérite d'obtenir cette liberté provisoire. Les prisons en Mauritanie restent très loin des normes minimales acceptables. Pourtant, notre pays a bien ratifié les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de la personne humaine, qui reconnaissent dans leurs dispositions le respect de la personne humaine en situation de détention, affirme-t-il. Je pense que l'Ordre national des avocats a organisé des journées justement par rapport à cette question, et à l'issue de ces journées de 2 jours durant lesquelles mes confrères sous la houlette du barreau
ont justement décrié la situation désastreuse. Et le mot, semble-t-il, était déjà pas du tout très fort, la situation désastreuse des prisons. Être prisonnier n'a jamais été chose aisée. Ceci davantage lorsqu'on est détenu dans une prison mauritanienne. Malgré les efforts fournis par les acteurs des droits de l'homme et quelquefois le gouvernement pour améliorer les conditions de détention dans ces lieux pénitentiaires, beaucoup reste encore à faire. Il s'agit principalement du problème de surpopulation carcérale qui demeure, des conditions d'hygiène et de propreté approximatives. Dans ses rapports annuels, la Commission nationale des droits de l'homme dénonce périodiquement l'insalubrité dans les prisons, la promiscuité et l'absence d'un suivi médical régulier. Des membres des familles des 27 salafistes détenus à Nouakchott ont organisé ce matin encore un sit-in devant la prison centrale de Nouakchott pour dénoncer les conditions de leur détention depuis qu'ils sont interdits de visite. Cette mesure qui empêche les familles de visiter les détenus est tombée au lendemain de l'évasion du djihadiste Saleh Koulcher le 31 décembre dernier de la prison centrale de Nouakchott. Rappelons aussi que les prisonniers salafistes ont entamé une grève de la faim depuis le 13 janvier courant pour dénoncer cet état de fait. Nouakchott et sa banlieue sont envahis par des ordures ménagères, rendant invivables certains quartiers. Le nettoyage de la capitale est d'abord l'affaire des populations, mais les autorités concernées doivent multiplier les efforts afin de trouver des solutions à cette situation qui nécessite de réels efforts. Mohamed Lemine Seyidi nous en dit plus. Le développement urbain exceptionnel de la ville de Nouakchott pose de grands problèmes d'insalubrité et de désordre. Le nettoyage de la capitale est devenu un véritable casse-tête ces derniers temps. D'ailleurs, la situation empire même si des quartiers de la ville ont commencé à organiser des journées d'assainissement autour de divers leitmotifs. C'est le cas des communes de Sepra et Lixar qui ont ouvert des campagnes d'assainissement depuis quelques jours. Cette réalité que constitue la multiplication des dépôts d'ordures ménagères partout aux alentours des quartiers et dans toutes les sorties de la capitale doit conduire le pouvoir public à déployer les efforts nécessaires afin de lui trouver la solution qui lui convient. Nouakchott est le point de convergence de toutes les populations du pays et le carrefour de rencontre avec l'extérieur. La capitale est aussi la vitrine du pays. Ce statut spécifique doit conduire à un comportement exceptionnel par rapport à ce phénomène des ordures dont l'accumulation favorise le développement des microbes et les risques de contagion à travers le vecteur des animaux et même des enfants. L'assainissement de Nouakchott restera tributaire d'obstacles majeurs tant que ces vaches resteront au milieu de cette chaussée en plein centre-ville. Ici, par exemple, nous sommes dans une autre chaussée pas loin de la première. Ce sont des ânes qui ont abandonné leurs charrettes le temps de prêtre au bord de la route. Pour ces citoyens, ce phénomène ternit l'image que l'on veut donner à une ville moderne. Il est vrai, sans la coordination durable des efforts de tous, autorités, hommes d'affaires, services techniques concernés, on ne peut aboutir à une solution satisfaisante du problème. Voix de communiqué de presse, le regroupement de la presse de Mauritanie, RPM, a annoncé aujourd'hui que finalement le quotidien de Nouakchott ne fait pas l'objet d'une plainte auprès du tribunal de Nouadhibou dans l'affaire SNIM, média privé mauritanien. La plainte déposée par la SNIM après la publication par les médias principalement francophones avait conduit le procureur de la République de Nouadhibou à convoquer plusieurs journalistes des sites Moriweb, Atlas Info, Cridem et Taradoumi, auxquels la partie plaignante réclame 2 milliards d'ouguiyas de dommages et intérêts pour les préjudices moraux subis suite à la publication d'articles jugés diffamatoires.
Sous nos cieux, les disparités, même si elles sont craintes, sont atténuées par l'obligation du partage et de l'entraide sociale, véritable levier social dans le monde. Cependant, le constat est terrible. 1% des habitants de la Terre détiennent 110 000 milliards de dollars, soit la moitié des richesses du monde, alors que 99% se partagent l'autre moitié, de quoi réveiller les consciences. Les explications de Tandia Mustafa Ismaël. Les disparités entre les hommes ne cessent de s'amplifier. Selon un rapport publié ces jours-ci par l'ONG Oxfam, la moitié des richesses se trouve en possession d'1% de la population mondiale, alors que les 99% restants doivent se partager la moitié restante. Selon le rapport, ce 1% détiendrait 110 milliards de dollars. Par ailleurs, la moitié la moins riche de la population mondiale possède la même richesse que les 85 personnes les plus riches du monde. La première cause de ces disparités, selon l'ONG Oxfam, est la fraude fiscale qui empêche la redistribution des richesses, mais aussi la disponibilisation des richesses en vue de construire écoles et édifices publics. C'est pourquoi les recommandations de l'ONG tournent toutes autour de l'amélioration des recouvrements et d'une meilleure utilisation des ressources fiscales, avec une attention particulière accordée à la lutte contre le secret financier et la fraude fiscale, mais aussi une régulation plus efficace des marchés permettant de limiter la capacité des plus riches à influer sur le processus des politiques servant leurs intérêts. Un juge à la Cour suprême des États-Unis avait dit « Nous pouvons ou bien avoir la démocratie ou bien avoir de grandes richesses concentrées aux mains de quelques-uns, mais pas les deux à la fois. Les disparités menacent effectivement les équilibres dans le monde et se trouvent à l'origine de violences exercées ici et là. » Le rapport est publié en même temps que se tiennent les assises du fameux forum économique de Davos, où se retrouvent les pays les plus riches du monde. Une manière de les interpeller. L'alerte aura-t-elle un effet? Nous restons avec Ismaël Mustafa Tandian pour l'actualité internationale en bref et en images. Au Burkina, 10 membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, le RSP, ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur une attaque contre un dépôt d'armes. L'armurerie militaire située à la périphérie de Ouagadougou a fait l'objet d'un raid vendredi dernier. Il a eu lieu quelques jours après un attentat djihadiste qui a fait 30 morts le 15 janvier dans la capitale burkinabé. Selon l'armée, la recherche de suspects se poursuit. Les assaillants ont été identifiés comme un groupe d'hommes de l'unité fidèle au président déchu Blaise Compaoré. L'ancien président burkinabé a été renversé par un soulèvement populaire en octobre 2014. La commission des investitures du Parti congolais du travail, le PCT, parti au pouvoir, est en réunion depuis ce matin à Brazzaville pour désigner son candidat à l'élection présidentielle de mars prochain. Denis Sassou Nguesso, qui achève son deuxième septennat, pourra briguer un nouveau mandat grâce à la réforme constitutionnelle adoptée par référendum en novembre dernier. Les articles limitant le nombre de mandats à 2 et l'âge à 71 ans ne figurent pas dans la nouvelle constitution. Du côté de l'opposition, on crie toujours au scandale. Depuis l'annonce de cette présidentielle anticipée, elle n'a donné aucune indication sur la stratégie qu'elle adoptera face aux candidats de la majorité présidentielle. Dans les états-majors de certains partis, on continue à grincer des dents au sujet de la caution à verser à la Cour constitutionnelle qui passe de 5 à 25 millions. En Libye, les pompiers ont maîtrisé les incendies ayant ravagé des réservoirs pétroliers à la suite d'une attaque du groupe État islamique à Ras Lanouf. Selon un responsable des gardes des installations pétrolières, un responsable de la sécurité avait indiqué samedi que 4 réservoirs qui contiennent environ 2 millions de barils de brut étaient en feu. L'État islamique a gagné du terrain en Libye depuis un an, tirant profit du chaos politique. 2 autorités s'y disputent le pouvoir, avec l'une basée dans la capitale Tripoli, proche d'une coalition des milices, et l'autre dont le dernier parlement élu, exilé dans l'est du pays. Un gouvernement d'union nationale a été annoncé mardi dernier, une étape prévue par l'accord controversé parrainé par l'ONU, mais il doit encore être approuvé par une majorité des 2/3 du Parlement reconnu par la communauté internationale. En Égypte, les autorités ont mis la main sur près de 34 millions de dollars US appartenant aux frères musulmans. Selon la commission chargée par l'État égyptien de geler les comptes de la fraternité, tous les avoirs confisqués sont maintenant gérés par l'administration publique. L'État a aussi saisi 105 écoles et hôpitaux appartenant aux frères musulmans. Depuis l'éviction de Mohamed Morsi du pouvoir, des membres des frères musulmans, des ONG ou des entreprises ayant des liens avec la fraternité ont vu leurs avoirs gelés. Arrivés au pouvoir à la faveur de l'élection présidentielle de 2012, les frères musulmans, aujourd'hui organisation interdite en Égypte, avaient géré une grande partie de l'économie du pays.
Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont permis de suivre l'information chez vous. Mention spéciale à Alia Abbas, Cheikh Al-Hadrami. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel des principaux titres. Juan Ernesto Mendez en Mauritanie pour discuter de la lutte contre la torture. Dans les prisons, justement, la situation reste précaire. Entre les riches et les pauvres, les disparités s'accroissent. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes.